Donc, les gars, salut à tous. Donc aujourd'hui, on se lance sur Awa Edition, on se lance avec une interview. Vous savez qu'Awa Edition on propose depuis 6 ans Légion d'honneur, un wargame sur la période napoléonienne, mais aussi Royaume et République, qui en fait part de la guerre de 7 ans, même un peu avant si vous voulez, jusqu'à la guerre de sécession. Entre ces deux périodes, il y a eu plein de conflits. Je vous expliquerai en fin de vidéo comment on peut inviter la communauté en fait à créer ses propres listes d'armées sur les périodes que vous souhaitez, puisque c'est fait pour ça. Je vous montrerai ça à la fin. Et donc là, on a Philippe. Philippe, présente-toi un peu d'où tu es, toi. Tu es un joueur Légion d'honneur et un joueur Royaume et République. Mais tu nous présentes aujourd'hui un autre front de 1812. Alors, dis-nous déjà qui tu es. Alors, c'est toujours Philippe Moza. Donc, effectivement, je suis à Périgueux. Ça fait 42 ans que je pratique le wargame avec figurines, toute époque confondue. Et le napoléonien, bien évidemment, est passionnant. Et grâce à Légion d'honneur, je remonte le doigt dans l'engrenage, ça fait mal. Mais par contre, là, avec la règle royale, on a de nouvelles opportunités s'offrir à nous, plus particulièrement le front US 1815. Alors là, je partage à l'écran, Philippe, une image où en fait on voit un bouquin que tu m'as fait lire, que j'ai acheté, qui s'appelle L'autre 1812, la seconde guerre de l'indépendance américaine. À côté, j'ai mis une autre image. Je décris un peu pour Philippe, puisqu'il n'a pas l'image, hein, il fait comme il peut dans son village à Périgueux. Et donc, à côté, on a un livre américain ou anglais où on fait combat US Soldier versus British Soldier. Donc, moi, j'ai découvert dans l'autre 1812, je ne connaissais pas du tout un nouveau monde, en fait. Philippe. Mais effectivement, c'est très peu connu et on est en plein dans la période napoléonienne, 1812-1815, donc c'est vraiment la même époque. Le front est atypique, forcément. Les formations sont originales parce que propres au secteur. Un exemple concret, les carrés étaient n'étaient pas utilisés, car inutiles, car peu de cavalerie était utilisée sur les deux, au niveau de tous les belligérants. Alors, on y reviendra à ça tout à l'heure. Là, moi, je montre deux cartes, en fait. Il y a la bataille de New Orleans, donc en 1815, elle a eu lieu le 8 janvier 1815. En fait, on voit à l'écran une longue ligne, donc ça se prête à Royaume et République, hein, une longue ligne d'US. J'arrive à lire les US Marines même. Et en face, on voit des généraux anglais, Gibbs, Lambert, Keane, je ne sais pas si je prononce bien, de l'artillerie avec des flèches. Et de l'autre côté, on a une carte, alors que je ne connaissais pas des États-Unis, hein, je ne connais pas bien la période, où on voit l'État énorme US United States en bleu, hein, 1812, et US Territory en 1812 aussi en orange. Et on voit que ça va de la Floride jusqu'au nord, là, de l'État de New York, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? La Louisiane vendue par Napoléon. Refais-nous un petit rapide résumé de toute la période. En rapide Point de vue cartographique, en fait, tu vois. 1804, notre empereur vénéré avait besoin de rentrer dessous. Il a vendu la Louisiane aux Américains, en l'occurrence pour 80 millions hors de l'époque. On n'en a touché que 60. Déjà, il y avait de la négociation. Voilà. En fait, la Louisiane correspondait quand même au tiers des États-Unis actuels. Ouais, ça montait jusqu'au nord, là. J'ai vu ça jusqu'au Canada, quoi. Jusqu'au Canada, effectivement. Ouais. C'était la Louisiane de l'époque. Mais pour les Anglais, parce qu'il y a eu les 13 colonies qui ont déclaré leur indépendance avec Washington, si je ne dis pas de bêtises, avant 1800, hein, juste avant 1800. Après, il y a eu plusieurs présidents qui se sont succédés. Bon, le but, c'est pas de faire un cours là aujourd'hui, mais les Anglais, ils voyaient ça comment ils sont rentrés en guerre finalement avec les Américains? Alors, disons qu'il y a quelques informations qui se contredisent, qui sont contradictoires en fonction qu'on soit pro-anglais ou qu'on soit pro-français, puisque Napoléon avait quand même sponsorisé en termes de matériel militaire et de troupes qu'il avait envoyées à l'origine dans les îles, le général Leclerc, entre autres, Saint-Domingue, Martinique et tout ça. Et certains officiers ont été carrément envoyés aux États-Unis pour former l'artillerie américaine, pour former certains régiments, et on verra plus tard que certains uniformes, c'est la réplique exacte de l'armée française, tous les figurines, là encore, qu'on évoquera. Et les Anglais, eux, ils voyaient match photo, on va appeler ça comme ça, puisque comme les Américains étaient soi-disant abandonnés à leur sort, ils pensaient reconquérir des terres, et à l'inverse, les Américains, eux, pensaient en gagner davantage, pour commencer par le Canada en 1812. Mais en 1812, je lisais qu'en 1810 puis en 1812, l'armée américaine, elle n'était pas très nombreuse. Il y avait très peu de troupes régulières. Il y avait
tout à fait. Elle était, comment dire, c'était le balbutiement de l'armée américaine à cette époque-là. Bon, ils avaient la tête grosse comme un melon quand même. Ils avaient des visées sur le Canada, ça me rappelle des choses d'ailleurs. Et en l'occurrence, l'armée qui s'est présentée et qui est remontée, comment dire, la fleur au fusil, on va appeler ça comme ça, s'est trouvée repoussée par des Canadiens hyper motivés, des anciens Américains qui étaient partis au Canada et qui étaient pro-anglais de toute façon, et qui ont commencé à les repousser. Il y a eu une multitude de batailles par-ci par-là. Les Américains en ont gagné quelques-unes, mais très peu. Et entre 1812-1813, c'était plus la débutante américaine qui se croyait arriver au Canada que l'inverse. Ah ouais. Et donc, les Anglais, il y avait des batailles navales aussi, puisqu'il y avait des matières premières avec l'Europe, il y avait toute une histoire comme ça, non? Exactement. Les Anglais ont forcé le blocus, ont fait un blocus plus exactement des États-Unis parce qu'ils voulaient arrêter les ravitaillements d'abord en armes et en munitions qu'envoyait Napoléon, première chose, Ouais. en ravitaillement bien évidemment, parce que voyant les Américains, ou supposant les Américains asphyxiés, qui n'avaient là encore très peu de flotte, il devait y avoir 7 ou 8 navires de guerre au sens littéral du terme, la flotte américaine elle était assez balbutiante. C'est pour ça qu'ils ont recruté à l'époque une foultitude de corsaires. Jean Lafitte étant le plus connu, on y reviendra pour la bataille de la Nouvelle-Orléans, mais Jean Lafitte avait, de mémoire, c'est 80 ou 100 navires qui se battaient avec lui et pour lui. Il faisait du business, officiellement il rentrait des marchandises, il a raisonné des navires anglais qu'il offrait aux Américains. De fait, la flotte américaine se constituait petit à petit. Bon. Donc là, on a fait pas un résumé, on a brossé à sec la période, on va dire, hein, comme on dit, on a fait un petit brossage à sec. Il y a plein de bouquins. Moi, tu m'as partagé, j'ai pas pu tout mettre là à l'écran. J'ai mis plusieurs bouquins. Il y a Men at Arms, il y a le Funken qui a fait plusieurs bouquins, j'ai vu. Il y a tout un tas de bouquins pour connaître la période. Moi, je conseille vraiment l'autre 1812 qu'on voit là sur l'écran, là, juste là, au milieu. Je l'ai lu, je me suis régalé avec, j'ai vraiment découvert. Puis il y a des natifs aussi, il y a les Indiens qui sont là, il y a des batailles dans l'Ouest, enfin il y a plein de trucs. Ce que je vais faire moi, c'est que j'invite la communauté ou tous les joueurs qui appartiennent pas à la communauté, hein, AWA édition, il n'y a pas de problème, d'envoyer un mail sur AWA, je vais en parler à la fin, et on mettra des liens pour les gens qui sont intéressés, qui ont envie de basculer dans le wargame. Donc là, on est là, on se dit, purée, période pas connue, des figurines, purée, comment je vais faire pour monter mes armées. Donc on va commencer par l'armée. Alors ce que j'ai à l'écran, que je fasse pas de bêtises, quand je projette, j'ai une image, moi, que j'ai mis en premier qui me plaît, je pense que ce sont des Américains. Alors, il y a un drapeau avec un aigle, donc ça, ce sont des Américains, et je vois un uniforme, et les gars le tiennent comme ça, c'est une gravure, hein, où on voit que l'Américain, il a, j'ai oublié le nom, le pipe, là, le chapeau anglais, avec un plumet blanc, un uniforme bleu marine et un gros col rouge avec des rayures blanches. C'est effectivement l'armée américaine, dans sa globalité, est calquée sur l'armée anglaise de par la formation, de là-bas, je précise, pas de l'Europe avec les carrés. Hein. Et il n'y a que la couleur qui changeait par rapport à des draps qu'ils avaient de disponibles. À l'époque, c'était l'uniforme bleu américain, d'où le vrai drapeau américain qui est le drapeau bleu d'origine. Hein. Il y avait le Star and Stripe, bien évidemment, c'est l'époque où il est né et qui a commencé à se faire connaître. Mais l'armée américaine, globalement, ce sont des figurines anglaises que l'on repelle. Alors, il y a quand même sur la droite de l'écran, tu le vois pas, je l'ai trouvé superbe cette image. On voit un gars en uniforme blanc avec des pointes de bleu ciel avec un plumet blanc devant, on dirait un shako anglais d'Espagne, un peu avec un cordon blanc comme ça, une bandoulière noire, on dirait presque un Autrichien, presque dans son uniforme, avec un chapeau casquette comme ça, un peu droit. C'est un Américain, ça. Uniforme, les figurines, on peut prendre des figurines anglaises, des figurines portugaises. On peut prendre aussi, si on fait par exemple l'infanterie légère de Boston, on prend des Autrichiens casque à chenilles à 1809. C'est la couleur qui change et l'uniforme. Donc là, on bascule doucement vers les. Je vois une pièce d'artillerie, je crois que c'est du 6. Elle est bleu ciel. Alors, bleu ciel, c'est c'est quoi? C'est américain, anglais, c'est les mêmes? Typiquement, la couleur de l'artillerie américaine. Déjà à l'époque de Napoléon, les canons Gribeauval, les caissons de munitions, tout ça à la base était fourni par l'armée française. Bon, ils les ont repeints en bleu, quoi. Voilà. Et ils étaient peints en bleu ciel pour les identifier par rapport aux Anglais qui étaient en gris. Et là, à l'image, on voit des Anglais qui attaquent une position défensive avec des miliciens. On voit des miliciens et des hommes réguliers. Alors, pour les Anglais, c'est des Écossais, là. Ils ont le bonnet d'ourson. Donc là, je montre un peu des figurines anglaises, en fait, hein, des gravures anglaises.
les uniformes anglais alors? Moi j'ai l'impression qu'on peut récupérer les figurines de l'Europe en fait. Alors la majorité, effectivement, la majorité de l'armée anglaise, alors il y a l'armée anglo-canadienne plus exactement. L'armée canadienne, c'est la réplique de l'uniforme de l'armée anglaise, la même constitution que l'armée anglaise, à quelques distinctions près par rapport aux couleurs des régiments et surtout au niveau des drapeaux. C'est typiquement une armée anglaise canadienne. Et ils se sont tellement bien battus parce que malgré que ce soit des coloniaux, entre guillemets, qui sont venus leur apprendre le métier, ils se battaient tout aussi bien les Anglais et ont été reconnus par le roi d'Angleterre, en l'occurrence, comme une armée aussi vaillante et aussi vigoureuse au combat et fiable que l'armée anglaise. Donc dans l'armée anglaise, j'ai des troupes anglaises pures et des les troupes troupes anglo-canadiennes qui ont... Puisqu'au nord, il y a eu une guerre aussi avec le Canada. Mais l'uniforme, pour le gars qui veut s'y mettre et qui veut prendre ses figurines, il prend son armée anglaise... de guerre d'Espagne va très bien en figurine Ouais. pour faire ça, puisque certains d'Espagne ont été mutés au Canada. Ok. Donc, dans le cadre du jeu, passent avec un statut de vétéran parce qu'ils se sont battus contre les Français, ou repliés, diront certains, contre les Français et ont fini au Canada et ont fait de très très bonnes réalisations. Ils ont été jusqu'à brûler la capitale, Washington. Là, je projette en fait des figurines résine de l'artillerie anglaise. Je pense que c'est ça. Ça peut faire la blague pour de l'américain, j'ai l'impression aussi, puisqu'on a ces grandes plaques devant. Ça qui change, effectivement. Ensuite, je montre là des pièces en résine d'artillerie. Donc là, c'est de l'artillerie comme on a en Europe, en fait, c'est la même. Ok. Là, j'arrive sur une boîte Victrix que tu m'as envoyée, où alors là, on voit vraiment le plumet devant type Espagne avec la grande plaque. Je me demande même si on peut pas utiliser cette tête pour faire des fantassins américains. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai pris mes bataillons, puisqu'il y avait plusieurs modèles de shako, à l'anglaise, bien évidemment. On peut effectivement, en changeant juste la couleur de la plaque et la couleur du plumet en fonction des régiments, avoir une armée américaine à moindre frais. Ah ouais, c'est quand même bien. Donc en fait, il faut quand même un peu s'y connaître. Parce que là, on bascule doucement sur les Américains, où on voit un dragon avec casque chenillé. Alors j'ai l'impression de voir les dragons qu'on voit dans le film avec Mel Gibson, Patriote, là, tu sais, mais c'est de l'américain, a priori, il joue à l'aigle. Pas la même époque. Bon, voilà. Mais j'ai vraiment l'impression de voir le même uniforme avec la chenille qu'on voit en Europe aussi. Hein. Beaucoup de milices américaines de cavalerie de dragons, bon, ils servaient essentiellement d'éclaireurs, ils avaient peu de régiments constitués, mais quand ils étaient regroupés, je pense aux milices du Kentucky par exemple, eux ils avaient le chapeau de forme. Les milices du Kentucky, pour l'anecdote, c'est Davy Crockett et c'est Jim Bowie. Ils étaient jeunes à l'époque, c'est à cette époque que Bowie a inventé son couteau pour scalper les Indiens et que Davy Crockett a fait ses armes et nourrissait l'armée américaine. Ah ouais. Dès l'époque, il y avait déjà des stars, entre guillemets, reconnues dans l'armée. Ah ouais, là moi, pendant que tu parlais de Davy Crockett, sans faire exprès, tu sais, je fais tourner des slides. J'en ai mis 2 images sur l'écran. Ah, attends, j'ai peut-être un problème de micro. Ouais, j'ai mis 2 images sur l'écran. Sur la gauche, j'ai un genre de rifleman. Alors, il est tout en vert, vert petit pois, là, vert anglais, quoi, très, très péchu, avec le plumet devant. On voit qu'il a une espèce de veste à franges. Alors là, moi, tout de suite, je suis joueur, je m'inquiète, je me dis où je vais trouver cette figurine. Alors, il existe deux marques uniquement qui sortent l'armée, toutes les figurines de l'armée. La première, c'est aux États-Unis, c'est Old Glory Miniature, c'est du 25-28 mm. Ouais, je connais. Bon, il faut aimer la fille, hein, c'est pas très bien sculpté. Après... Voilà, il y a 25 ans, il n'y avait que ça. Wargame Miniature, l'a sorti également. Wargame Foundry, pas Wargame Miniature, les a sortis aussi. Ils ont sorti les Indiens, soit dit en passant, parce que tu parlais d'emplumer tout à l'heure et d'autochtones, que ce soit côté anglais et américain, ils ont enrôlé les troupes locales. Alors le summum a été au côté anglais, où effectivement ils ont enrôlé un chef indien, Tecumseh, qui est très connu là-bas, qui a réussi à fédérer du nord au sud des États-Unis jusqu'à 100 000 Indiens. C'est la plus grosse confédération indienne pro-anglaise qui voulait se battre contre les Américains. D'ailleurs, on voit... Pardon, je t'ai coupé. Vas-y. On voit sur la deuxième image sur la droite, que les gens voient pendant la vidéo, on voit 2 gars, on dirait des miliciens avec ce genre de long manteau. Il y en a un qui a un tomahawk et un couteau et un fusil et un chapeau, le grand chapeau, tu vois. Voilà. Alors là, moi, je me dis comment je trouve aussi ce manteau, comment je fais. Je me rappelle de chez Warlord. Chez Warlord, il y a des milices pour les guerres franco-canadiennes. Est-ce que ça peut faire la blague? Exactement ça. Le fusil a juste évolué, mais c'est la même tenue que les milices franco-canadiennes de l'époque 1759, les plaines d'Abraham. Okay. C'est justement le fameux Davy Crockett qu'on évoquait avec les miliciens, qui
et un peu avec un habillage hétéroclite. Soit dit en passant, c'était des tireurs d'élite. C'était l'équivalent des rifles, en fait, comme les Anglais. Ils n'étaient pas très nombreux, mais très motivés, les Morpiasous. Alors, en compulsant tes docs, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais j'ai lu un document en anglais sur un document officiel qui montre en fait la constitution, si je dis pas de bêtises, d'un bataillon de riflemen US, côté Oui. US. Purée, je me dis, alors même eux, ils peuvent avoir des riflemen contre des riflemen. On peut avoir les deux face-face. Les Américains, une chose, ils ont appris tout ce qu'il y a de mieux côté anglais. Certains étaient déjà formés par l'armée, depuis l'époque de Washington jusqu'à l'époque Empire. Donc les riflemen, copier-coller, l'infanterie de ligne, copier-coller. Un détail près, c'est que les pas le carré. Et le coup qu'on les voit faire le cercle dans les films de cow-boys et d'indiens, c'est vraiment quand ils ont des chariots. Ça n'a rien à voir avec l'armée américaine et les combats historiques. Soit dit en passant, je ne sais pas comment on pourrait le gérer dans une règle. Bon, Et soit. la partie, comment dire, au niveau armement, en fonction qu'on joue des Indiens, qu'on joue des miliciens, qu'on joue des réguliers, qu'on joue des milices. Alors, qui dit milice dit pas forcément merdique, parce que si on prend le Kentucky et le Tennessee, ben, c'était des tireurs d'élite, l'équivalent d'infanterie légère, sauf que là, c'est un bataillon entier qui se déployait. Et c'était essentiel de l'armée d'Andrew Jackson. Ah ouais. Donc là, je montre à l'écran, j'ai fait un petit montage, c'est un man at arms où on voit ces gars là, c'est les fameux trappeurs là. Donc là, C'est bon, fantastique. voilà, on les voit derrière un parapet qui tire sur des lignes anglaises. La bataille de la Nouvelle-Orléans. Effectivement, c'est la dernière bataille qui a conclu cette guerre, qui a fini par un statu quo, officiellement. Ouais. En passant, le traité de paix était signé à Gand, en Belgique, en 1814. Il n'y avait pas d'SMS, il n'y avait pas de ligne téléphonique, le temps qu'ils arrivent. Et les Anglais qui étaient sur place voulaient quand même essayer de retenter leur coup. Et bien, ça s'est fini aux alentours de la Nouvelle-Orléans. Andrew Jackson, avec un patchwork de miliciens, de conscrits, de bataillons noirs libres qui avaient le droit de s'engager pour mourir au combat, en l'occurrence. Plus une foultitude d'artillerie, mais ça va du calibre 6 avec de petits obusiers de 5, calibre 8, donc du Gribovan, calibre 18 et calibre 24. Alors on va y revenir à comment construire son armée si je débute, en fait. Tu vois? Donc là, justement... Excuse-moi, vas-y. De là. Vas-y. Artillerie française, artillerie pirate, pour résumer. Ok. Oh, artillerie pirate, c'est artillerie de navires, en fait, sur des flux de navires, c'est ça, des gros calibres? L'artillerie de position. Ok. Mais ça peut être dans le cadre d'un scénario. C'est ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans, mais à d'autres endroits aussi. Si on prend les batailles qui se sont passées au Canada, il y a la bataille de Lundy's Lane en 1814. Un des généraux américains, Scott Winfield, qui plus tard est devenu ministre de la guerre et tout ça, était fan de Napoléon. Il lisait tout ce que Napoléon avait édité. Et quand ils ont commencé à prendre des tôles en 1812-1813 au Canada, eh bien, pendant la campagne d'hiver, il n'a rien fait de mieux que d'entraîner son armée à la méthode française, hormis le carré, je reviens là-dessus. Et en fait, il n'avait pas eu les uniformes bleus qu'ils attendaient, donc ils étaient enlevés en tenue de travail, on va appeler ça comme ça. Et ben, quand il est parti au combat, les Anglais les ont sous-estimés. Ça a été assez sanglant, mais les troupes, c'est la seule armée, à part quelques unités de garde, c'est la seule armée américaine qu'on peut classer en vétéran, parce que les gars, en ligne de front, en infériorité numérique et sous un feu nourri, continuaient à avancer à la méthode frappe. Justement, je projette, Philippe, truc qui m'a étonné, tu m'as mis des photos avec de la garde impériale française, artillerie de la garde et régiment de la garde en ligne. Alors, c'est peu connu ça. Et en fait, ça, c'est la Nouvelle-Orléans. Le bataillon de grenadiers de la vieille garde, c'est la réplique exacte de l'uniforme qui était la garde de la Nouvelle-Orléans. Et la batterie d'artillerie, même chose, qui était d'ailleurs à la bataille de la Nouvelle-Orléans, c'est la garde copier-coller en uniforme que la garde de la vieille garde française. Mais il y avait deux régiments, enfin, il n'y avait pas beaucoup d'unités dans l'armée US. Un régiment au niveau de la garde, par contre, artillerie, puis bon, il y avait quelques miliciens autour. Par contre, leur uniforme, c'est la réplique. Le drapeau, si on le regarde, le drapeau, c'est la réplique du drapeau 1804-1805. Ouais, je le vois, là, on le voit à l'écran. Pas évidemment dessus. Et par contre, lui, il a fait sensation quand il y a eu la bataille de la Nouvelle-Orléans, parce qu'à un moment donné, les Highlanders anglais ont réussi, sous un feu nourri quand même, à commencer à approcher et à accrocher les remparts. Entre la garde et les quelques marines, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux à cette époque-là, ben là, c'était vraiment la garde et l'élite qui a repoussé, malgré les tirs, malgré les canons et tout, les Highlanders, ils commençaient à avancer. Et là, alors, tu m'as envoyé des photos de ton armée qui datent un peu, je crois. Et là, à l'écran, je vois des dragons, alors à cheval et à pied, des US, je suppose, puisqu'ils sont pas bleu ciel, même bleu pâle,
c'est ça. En Des fait, culottes blanches. bleu, comme le drapeau américain, c'est le même bleu. Là, au niveau de la peinture, peut-être qu'il y avait le soleil, ça peut paraître clair, mais c'est le bleu US de toute façon. Ok, Et donc là c'est trop clair. Ok, c'est la réplique du dragon léger anglais qu'il y avait en guerre d'Espagne et qu'il y avait ailleurs d'ailleurs. ok. Et ils se battaient à pied ou à cheval. Ils avaient le choix et ils étaient bel et bien entraînés pour ça, comme nos dragons. En fait, ils étaient entraînés à la française, ceux-là. Ok, ok. Donc là, je montre à l'écran des riflemen et des milices. Alors, c'est des gars, ils ont le plumet rouge, ils ont ce fameux manteau qui me fait peur à trouver la figurine, tu vois. Voilà. Alors, en 3D, on peut le trouver, mais ça se trouve, ça se trouve effectivement, comme tu disais, sur le front au Canada, on peut trouver des trappeurs Davy Crockett et tout. Des fois, c'est qu'une tête à racheter et à en mettre une autre à la place. Ouais, Par exemple, les anglaises ou les figurines autrichiennes, il suffit de prendre des fois un casque, voire même une tête nue, ça peut le faire. Et ouais, là, ouais. Je pense que là, en t'écoutant parler, je me dis, on mixe des têtes des figurines Warlord avec les bas de miliciens et on met des têtes d'anglais avec la plaque et ça passe, hein. ça passe totalement. Oui. L'officier, il a l'air anglais, donc je reviens. Ensuite, il y a 2 beaux régiments là avec des très beaux drapeaux. D'ailleurs, tu les trouves où les drapeaux? Les drapeaux, je les ai téléchargés un peu sur de la documentation que j'ai trouvée à droite à gauche aux États-Unis. Soit dit en passant, il y a un très très bon blog que Olivier Millet a réalisé, ça fait quelques années de ça maintenant. Ça a été ma Bible quand je cherchais les couleurs, les têtes, les uniformes et toutes les figurines. C'est très révélateur, mais c'est jusqu'aux Indiens, aux Canadiens. Il y a vraiment tout, à part les Espagnols, parce qu'ils étaient très peu nombreux. Mais Olivier Millet, qui est du côté de Lyon, si je ne dis pas de bêtises, a fait un blog, mais de Dieu, de Dieu, de Mais Dieu. je mettrai dans les liens de description, je mettrai ça pour que les gars ils puissent aller. Et puis, encore une fois, sur Our Game, je vais l'expliquer dans quelques minutes, il y aura la possibilité, en nous contactant, d'obtenir le dossier avec tout ce que tu m'as envoyé. Ça, les gars, ils vont pouvoir s'abreuver. Ah, Donc là, attends, alors oui, donc j'avais 2 régiments, on dirait des Anglais en fait, hein, et des Portugais presque. 2 régiments que tu m'as fait en photo avec des très beaux drapeaux avec l'aigle, tous avec ce fameux bleu américain. Alors c'est en soclage Royaume et République, là, c'est par 4 figurines sur chaque socle. tout à fait. Et je compte donc à Royaume et République, un régiment c'est 2, 4, 3. Compagnies. Là, il n'y a que 5 compagnies parce que grosso modo, il y avait comment dire, 30 figurines, toujours à 1 pour 30, et je l'ai calculé pareil. Et j'ai mis des bataillons à 20 figurines, donc ça ne fait que 5 compagnies par bataillon. Ok. Ils étaient sur ce front, par contre, à part les Anglais qui étaient toujours plus nombreux, Highlanders y compris, ils étaient toujours en sous-effectif. Et souvent, des régiments étaient à mi-effectif et se regroupaient pour faire un gros. Et les figurines que tu as à l'écran, ce sont justement les 2 régiments, le 21e et le 9e de Winfield Scott, qui étaient gris et bleus pour certains, et qui ont combattu au Canada, et puis après qui ont tenu face aux Anglais, et souvent à 1 contre 2. C'est vraiment une troupe, je ne dirais pas d'élite, parce que ce n'est pas la Des classification, vétérans, quoi. des vrais vétérans. Ok. Là, on voit de l'artillerie américaine, donc c'est ce qu'on a vu en gravure, mais en figurine. Voilà. Donc Donc j'ai à l'impression droite, de voir des pièces, c'est des figurines d'anglais en fait, peints en américain, j'ai l'impression. alors à gauche, c'est le cas. Ouais. C'est donc l'artillerie basique américaine. À droite, c'est l'artillerie américaine de New York. Et alors là, il suffit de prendre tout simplement des artilleurs autrichiens. Il n'y a que la couleur qui change là encore. Ah, pour le bicorne, tu veux dire? Exactement. Donc c'est l'inverse, c'était à gauche et à droite, ok, ouais, puisque sur l'écran c'est inversé. Ok, Pardon. tu peux pas savoir. Alors ensuite, on voit des officiers. Alors 4 officiers que tu as posés sur ta murette et que j'ai j'ai copié à la sauvage, j'ai pas fait de fond avec l'IA. On voit un drapeau bleu, on voit le chapeau. En fait, c'est vraiment des figurines de l'Europe, quoi, hein. C'est des officiers européens, hein. Avec Picton, on peut faire le gouverneur de Louisiane, par exemple. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, avec le chapeau, on le voit à l'écran là, il est avec le fameux chapeau. Ouais, ok, ok, super. Et puis bon, il y a une autre figurine qui est à part, mais je ne sais pas si tu l'as. Non, je l'ai pas mise, ou qui a fait l'oncle Sam, j'ai vu ça, ouais. Voilà. Et caricaturé, comme on le voit sur toutes les fresques, l'oncle Sam, soit Ouais, dit en passant, a réellement existé. C'est à cette époque-là qu'il a existé. C'était Sam Wilson. ouais, C'était le fournisseur qui alimentait l'armée américaine en bouffe. Il avait baptisé le boucher américain, mais pas dans le sens il faisait des massacres, c'est qu'il fournissait la bouffe à l'armée américaine. Et le mythe de l'oncle Sam est né à cette époque-là. Donc, toutes les fresques qu'on voit avec les drapeaux rouge et blanc, ça c'est pour le patriote américain, on va dire. Mais l'oncle Sam a vraiment existé à cette époque-là. ah, ouais.
Donc, moi, si je monte une armée anglaise, en gros, je suis nouveau joueur, je monte une armée anglaise, qu'est-ce que je mets dans ma troupe? Bon, on sait qu'avec un Wargame, on peut, avec un army builder qui est libre hein, d'accès et tout, on peut construire. Et puis tu as créé toi-même avec cet army builder, tu l'as personnalisé pour la guerre civile avec toutes les listes de l'époque, tu as fait un boulot monstrueux. Encore une C'est fois, j'en parlerai tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as dit? 20 ans de recherche. Bon, donc tu as bien pré-mâché le travail. Mais l'idée, c'est l'armée typique anglaise là-bas, c'est quoi? C'est une armée anglaise-espagnole. Ok, mais ce que je veux dire, c'est j'ai combien de régiments d'infanterie, combien de régiments de cavalerie, combien d'artillerie? Alors l'artillerie, la cavalerie, quasiment pas. Il y avait un escadron et un seul de dragons lourds qui en fait servait plus d'estafette que de combat, mais il y a un escadron qui est arrivé là-bas. Il y a Ok. des régiments de dragons, donc avec le shako, et il y en avait quelques-uns avec le casque à chenilles, mais très très peu. 2 à 3 régiments au total pendant toute la campagne. En l'occurrence. Donc l'armée typique anglaise, Pas mieux non plus. Hein. comment? En américain, c'est pas mieux non plus. Hein. Donc en gros, c'est majoritairement de l'infanterie? Oui, 90% d'infanterie, 5-6% on va dire d'artillerie, 10% côté américain parce qu'ils avaient beaucoup plus d'artillerie, parce qu'ils avaient souvent des positions actives, même si voilà. Et le reste, c'est quelques cavaleries. Chose anecdotique, c'est qu'on a une armée napoléonienne, américaine ou anglaise, où on peut jouer les autochtones à cheval, ou même à pied d'ailleurs en escarmouche. Et donc, en clair, on les joue en façon mamelouk, Ah. ou en version cosaque. C'est l'un ou l'autre. Donc ce que tu me dis, c'est que moi je monte une armée américaine ou anglaise, je fais majoritairement de l'infanterie, régulière et milice, ça dépend de la période, ou Très peu de milices côté anglais. Il y en avait au Canada, mais elles n'étaient pas mauvaises quand même. donc des troupes régulières, plus nombreuses que l'américain. Oui. Donc l'américain au début qui a beaucoup de milices, ça doit être dur pour lui de jouer. Ils arrivaient la fleur au fusil, ils ont pris des claques. Alors certains miliciens comme Kentucky, Tennessee et tout ça, qui étaient des batailleurs, quoi, ils ont fini par se mettre en avant et être quasiment embauchés dans l'armée. Il y avait des milices qui en fait étaient dans l'armée toute l'année, avec Andrew Jackson entre autres. Mais l'essentiel des milices ne sortaient peu ou pas de leur région, donc ils ont un vrai statut de milice. Les autres peuvent être assimilés à du régulier, Kentucky, Tennessee, et il y en a quelques-uns comme ça, effectivement. Et certains qui étaient également à cheval, ce qui veut dire qu'on pouvait les démonter, et ils faisaient des combats soit d'escarmouche, soit de contournement pour titiller les adversaires à revers. C'est entre autres les milices du Kentucky, à cheval, avec le colonel Johnson, qui ont rétamé l'Indienne Tecumseh. Donc, les autres l'ont laissé, et les autres ont chargé dans un bois clair, ils ont chargé à cheval, avec des piétons qui tenaient la crinière, donc à la méthode cosaque, on va dire, et même à l'époque antique, ils le faisaient déjà. Et donc, l'Indien s'est fait buter, son frère s'est fait buter, et ça a désagrégé la totalité de la coalition indienne. Ce qui est un peu des je te coupe, excuse-moi Philippe, pour revenir en fait à l'esprit du joueur qui a envie de démarrer la période. Donc, côté américain, je monte 50% de réguliers, 50% de milices, enfin de conscrits. C'est ça, oui. Au milieu de ces conscrits, je mets un quart ou un tiers de gars en habit de trappeur, en coureur des bois, etc. Oui. Et des natifs, quelques natifs. Et les natifs, alors les natifs, c'est 3-4% côté américain. Ils n'étaient pas très, très. Ok. Pas tant que ça. 2-3 pièces d'artillerie. Oui, là par contre, tu peux y aller. Calibre, alors, obusier de 5, calibre 6, calibre 8. Plus tard, en 1814-1815, calibre 9, calqué sur les Anglais. Du calibre 12, du calibre 18, et ça en bataille rangée, j'insiste bien. Hein. Après, il y a du 4 en position statique également. Et côté anglais, donc là, j'ai une armée de réguliers avec 2 pièces d'artillerie. Ouais, quasiment pas de calibre 9, mais il y en a une fois de temps en temps, donc on peut sortir une batterie pour se faire plaisir. C'est essentiellement de l'artillerie légère, et à cause de la mobilité qu'il fallait sur le terrain. Ok. Et des natifs, côté anglais? Par contre, on peut y aller jusqu'à 10-15% facile de l'armée, dans le sens c'était soit à pied, soit à cheval, du nord au sud, du Canada à la Floride, il y en avait partout. Il y en avait partout, et les n'étaient pas forcément à la fête, parce qu'ils n'étaient pas si lâches qu'on veut le croire. Ils avaient la haine du visage pâle, ce qu'on avait dans la règle Légion d'honneur, en l'occurrence, c'est la haine du visage pâle ou la haine de la tribu adverse. En clair, quand deux tribus indiennes s'affrontent,
eh ben, il y en a un des deux qui va essayer de rétamer son copain. Ok. Et donc, du coup, en termes de tactique de jeu, pourquoi je vais jouer en 1812 sur ce front et je vais pas jouer en Europe en Napo alors? Mais parce qu'en fait, c'est comme quand on fait 1759, les plaines d'Abraham ou cette époque-là, les guerres franco-canadiennes, c'est de la ligne, pardon, de la colonne à la base, de la ligne, euh, l'artillerie, bon, mais sédentaire, à bouger ou pas, de l'infanterie légère qui se faufile à droite à gauche, voire devant carrément, parce qu'il arrivait, comme on le voit dans le film Le Patriote, ça par contre c'est pas un mythe, ils arrivaient à masquer un petit peu leur écran pour dissimuler les tirs sur le rang de derrière, qui était de la ligne. Par contre, attention, c'est ça, les patriotes ou les miliciens, au moral, ils peuvent foutre le bordel dans toutes les troupes qui sont derrière. Ok, donc en fait, j'ai des gens qui avancent en colonne et puis qui se mettent en ligne, ils ont un peu le système ancien, mais ils ont énormément de tirailleurs en fait dans leur armée qui tiraillent, qui fourragent, j'allais dire, qui sur les ailes et des troupes atypiques avec des règles spécifiques de tireurs d'élite, de haine, etc., qu'on retrouve dans Royaume et République, puisque c'est fait pour s'adapter à plusieurs périodes, hein. Et les Anglais ont, au-delà des troupes qui viennent forcément comment dire, d'Espagne, donc eux, ils ont un statut vétéran ou équivalent, Ouais. alors que les Canadiens ont un statut régulier, un vrai statut régulier, mais ils ont le fameux feu roulant anglais. Et ça, les Américains, ils n'aimaient pas. Parce que les Américains faisaient un copier-coller, mais ça, ils ne savaient pas. Mais quand ils voient qu'on peut faire des batailles avec peu d'effectifs, Ouais. et le jeu Royaume et République est beaucoup plus abordable pour quelqu'un qui veut découvrir la période, quitte à la mener sur les Légions d'honneur après, Oui, c'est pas le et beaucoup but plus de la abordable mener. d'assimilation. Ok, ok. Donc c'est pas le but, hein, puisque bon, moi je suis président d'Awa Édition, l'association qu'on mène avec Reynald, donc à but non lucratif, hein, pour faire découvrir des jeux français pour les Français. Et justement, tu me tends la main pour que je montre le blog dans la liste des liens dans la description, où en fait sur ce blog vous allez avoir une présentation de ce qu'est-ce que l'association. On voit nos deux trombines, on me voit moi et Reynald qui tient un verre de pastis et la première règle imprimée. Oui, on est du Sud, hein. Et puis dessous, on explique qu'il y a des tutos de bataille, des tutos de vidéo. Donc on voit les deux règles, ou acheter Légion d'honneur chez notre partenaire MaxiRev, qui fait des prix spécifiques aux gens de la communauté avec Awa. Il fait des prix, ça faut le savoir. Donc faut pas avoir peur de lui dire que vous jouez à Légion d'honneur ou à Royaume et République. Il y a aussi 3D Forge, j'en ai pas parlé, qui nous sponsorise, qui fait en ce moment sur son site 50% de remise sur toutes ses figurines. Donc si je me trompe pas, il fait 50% de remise sur les figurines, en tout cas, en ce moment. Donc c'est que de la résine, le gars est sérieux, il bosse bien. Ensuite, on a à côté, on le voit à l'écran avec ma flèche, la règle gratuite Royaume et République, qui, comme je vous le dis, est proposée pour la guerre de 7 ans, guerre franco-canadienne et sécession. On met à disposition aujourd'hui les listes sécession. On travaille aussi pour plus tard sur une règle qui va aller de la guerre du Japon, la guerre de 100 ans, période Edo au Japon, hein, guerre de 100 ans, mais ça c'est pour dans 2-3 ans, on y travaille, et antique peut-être aussi. On a ensuite dessous des liens utiles avec des tutos. Vous voyez, on a Urial de Barbu Game qui nous a fait plusieurs démos, qui nous a suivis, qui nous a fait connaître. On a une carte avec sur awargame.com avec tous les joueurs où vous êtes, jusqu'au Québec, on en a. Et plein de revendeurs, j'ai pas parlé de Battlefield Factory, etc., d'esquisses miniatures, enfin bon, on a les liens directs pour les atteindre. Si vous allez en haut du blog, en fait, c'est là que ça va vous intéresser pour Royaume et République. Donc déjà sur cette page, vous cliquez sur règles gratuites, vous appuyez, vous téléchargez, elle arrive, elle est pour vous, elle est à vous. Si vous voulez faire un petit don à l'association, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Dans les fichiers téléchargeables auxquels je clique à l'écran, c'est coupé en deux parties. Donc il y a Légion d'honneur avec toutes les listes disponibles. Je dis ça pour les joueurs napoléoniens, il y en a beaucoup en France. Donc plus besoin de s'embêter. On te voit bien à l'écran encore, hein, Philippe, hein, fais pas des bêtises, va pas aux toilettes. Hein. Non, je recharge le téléphone parce que je n'ai plus de batterie. Voilà. Et puis avec les règles, les ratas, et la partie Royaume et République qui peut vous intéresser, où on a gratuitement les fiches d'aide de jeu, les fiches d'ordre résumé, les pions pour pouvoir jouer. Il y a beaucoup moins de pions que dans certains jeux, des tutos pour comprendre certains points de la règle, des vidéos, alors ça c'est sur notre chaîne pour ouvrir des boîtes, etc. Et on a l'Army Builder. Alors l'Army Builder, il est calibré aujourd'hui avec un petit tuto pour savoir comment l'utiliser. Ça va très très vite, c'est très pratique, c'est sous Excel, donc si vous avez Excel, c'est bon. Si vous cliquez, vous le téléchargez sur votre bureau, les gars, et surtout, vous ne modifiez pas en ligne donc vous téléchargez sur votre bureau et vous faites ce que vous voulez chez vous, mais pas en ligne sur le drive, hein.
Donc toi, Philippe, tu as téléchargé ça et tu as adapté pour la période, puisque là c'est en sécession, disponible pour tous les joueurs. T'as adapté. Donc je l'ai pas dit, mais Royaume et République, c'est une règle 28 mm, 15 mm et 6 mm. On peut jouer aux 3 échelles. Toi, aujourd'hui, en 1812, tu proposes le 28 mm, ce qui est pas plus mal, hein. Moi j'aime bien aussi le 28. Ça fonctionne à toutes les échelles. C'était histoire d'avoir les tableaux déjà pour que tout le monde puisse le tester. Voilà. Alors tu m'as envoyé tous les tableaux, là j'ai pas partagé. Je vais le mettre sur le site. Je vais faire un bouton liste. Ce sera Philippe qui aura fait le boulot et merci. Parce que on travaille tous ensemble. Bon, et tu as ouvert la voie parce que c'est ce qu'on veut. On veut des joueurs qui bossent pour les copains. Et là, il nous propose une nouvelle période. Donc, il a beaucoup bossé. Si vous avez envie de vous y mettre, vous téléchargez tout ça. Je vais mettre tout ça dans les liens à wargame.com. Si c'est un peu en retard, ça arrivera dans la semaine, il n'y a pas de souci. Et j'invite aussi, ça c'est important, tous les joueurs qui, par exemple, je sais pas moi, les guerres Zoulou. Y a des gars qui m'ont demandé, est-ce que tu fais les guerres Zoulou? Est-ce que tu fais les guerres du Mexique? Est-ce que tu fais les guerres... Ben, vous téléchargez l'Army Builder, vous créez vos listes, vous allez comprendre le système, lisez la règle Royaume et République pour piger, parce qu'il y a des règles spéciales. Et après, vous me contactez, tout est fait sur le blog, pour voir comment on peut ficeler certains points de règle. Dans Royaume et République, on a un système de jetons qu'on peut tirer avec des événements qui sont imprévus. Donc là, on va le faire pour tous les deux, Philippe, pour la guerre de l'autre front. Il y a une anecdote, c'est que là, tu pourras rajouter des jetons pour les ennemis. Ben, ça va être fait pour, ça va être fait voilà. Pour. Donc voilà, on a tout présenté. Cet été, on va avoir les guerres franco-canadiennes et le début de la guerre de 7 ans, avec la petite guerre aussi dans les guerres franco-canadiennes. Il nous tarde. Voilà, il faut que je bosse dessus. Il y a du boulot. Et puis j'espère que ça vous a donné envie et qu'on va se retrouver autour des tables de jeu pour bien rigoler, boire des bières. Philippe, un mot pour tous? Eh bien, Oncle Sam vous attend. Vous n'avez plus qu'à déployer vos troupes. Merci. Allez, des bisous à tous les gars. À bientôt. Bon, mon filou, c'est bien, c'est pas mal ce qu'on s'est fait. Ouais, c'est top. J'ai plus de batterie par contre. Bon, ben tu nous as sauvés. On a fait 37 minutes d'interview, je vais peut-être couper des petits morceaux.